C'est dans l'immensité, quelque part autour de Mars, que régulièrement un objet volant frôle l'orbite de la planète rouge. Une voiture électrique Tesla, lancée dans l'espace il y a 3 ans par le milliardaire Elon Musk lors d'un grand show à l'américaine. 4, 3, 2, 1. À l'intérieur de cette fusée Falcon Heavy, la voiture s'apprête à être propulsée. Alors c'est un test de fusée qui a été fait par Elon Musk. Et habituellement, quand on fait un test de fusée, on met des sacs de sable. Et là, il y a l'idée assez originale de mettre une Tesla au sommet et d'assurer sa pub. À 115 km d'altitude au-dessus de la Terre, la voiture est alors éjectée à plus de 10 000 km/h. Elle flotte désormais en apesanteur. Avec un mannequin habillé comme un astronaute à bord, quasiment le bras à la portière, et puis il l'a envoyé vers Mars. Symbole de toute puissance et de mégalomanie, cette voiture dans l'espace raconte la soif de conquête, l'obsession des milliardaires pour ces territoires inconnus. Alors que personne n'a foulé le sol lunaire depuis 1972, les barons de la technologie rêvent de marquer à nouveau l'histoire. 3, 2, 1, release, release, release. Le 11 juillet dernier, Ignition. le Britannique Richard Branson est le premier à voyager aux frontières de l'espace grâce à une compagnie qu'il a lui-même fondée. Virgin Galactic ambitionne à terme de mener 400 vols commerciaux par an, prix du billet, 200 000 $. 9 jours plus tard, c'est au tour de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, d'effectuer un vol suborbital à bord de sa fusée New Shepard. Le 15 septembre, le milliardaire Elon Musk devrait faire encore plus fort. Un voyage de 3 jours en orbite pour 4 touristes spatiaux à 540 km de la Terre, plus loin que la Station spatiale internationale. On tombe tous amoureux de notre planète. Mais grave. Parce que c'est sur fond noir infini du cosmos. On ne voit pas les étoiles. Donc la Terre, elle est là, elle est isolée, elle est unique, elle est finie, je vous confirme. Elle est sphérique, elle n'est pas plate. Et elle est belle. Et en plus, comme ça défile très vite, on fait le tour du monde en 1h30. 16 tours du monde par jour. En quelques minutes, vous passez des chaînes immaculées de l'Himalaya aux atolls turquoises de Polynésie, aux forêts tropicales de l'Amérique du Sud, au désert de l'Afrique. C'est magnifique, c'est contrasté, c'est coloré, ça abrite le vivant. Et vous voyez que la Terre, elle est puissante. Et on revient naturellement en tant qu'ambassadeur du vaisseau spatial Terre. Dans cette guerre de l'espace, 2 ennemis se démarquent. Elon Musk, dont la fortune personnelle s'élève à 180 milliards $, et Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. Et là, c'est une guerre d'un genre nouveau, c'est une guerre technologique et puis une guerre géopolitique. Qui possédera l'espace, qui contrôlera l'espace, qui colonisera l'espace, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. La guerre, c'est d'abord pour des raisons commerciales. Devenir les maîtres des télécommunications avec l'envoi de dizaines de milliers de satellites au-dessus de notre tête. Mais cette conquête dépasse de loin les objectifs de business. Jeff Bezos a présenté il y a un an son projet de station orbitale dans l'espace. It was the idea of manufactured worlds. High-speed transport, agricultural areas, cities in the background. Avec des montagnes, des glaciers, des fleuves, des villes qui seraient dans l'espace et qui créeraient une nouvelle civilisation, une civilisation spatiale. Elon Musk et Jeff Bezos ont des rêves de démiurge. Installer des colonies humaines sur Mars et dans le système solaire.
Le but serait alors de sauver malgré elle une humanité vouée à la destruction. Ignition sequence start. Ces milliardaires sont tous les deux fascinés par l'espace depuis l'enfance. Jeff Bezos a été marqué par les premiers pas de l'homme sur la Lune. You don't choose your passions choose you. You know, for me, I have been interested in rockets, space travel, propulsion since I was a 5-year-old boy. And I have spent a tremendous amount of time thinking about it. So it's not like I really have a choice to follow this passion. It has captured me. Une fois devenu riche à milliards, le patron d'Amazon consacre une large partie de sa fortune à sa passion. Comme en 2013, où il prend la tête d'une expédition spectaculaire. Il part à la recherche des moteurs de la fusée qui a emmené Neil Armstrong sur la Lune, retombé quelque part dans l'océan. Il a décidé de retrouver les moteurs d'Apollo 11. Et il est allé dans l'Atlantique, il a récupéré les moteurs qui étaient à 4200 mètres de fond. Il a retiré du fond de l'Atlantique des 4200 mètres les moteurs, il a tout remonté. Il les a récupérés, il a tout de suite dit mais ça appartient à la NASA. Il va jusqu'à créer en 2000 une entreprise spatiale qu'il appelle Blue Origin, en hommage à la planète bleue. I want Blue Origin to be a thriving enterprise and to help open the gateway to this new generation of people who will have this dynamic entrepreneurial explosion in space. But my business model right now for Blue Origin is I sell about $1 billion a year of Amazon stock and I use it to invest in Blue Origin. Jeff Bezos signe des contrats avec la NASA et l'US Air Force pour envoyer à terme du matériel et des hommes dans l'espace. Avec ses fusées comme la New Shepard. Mais pour la première fois de sa vie, Jeff Bezos ne fait pas la course en tête. Il s'est fait doubler par un petit nouveau, un ingénieur fou plus jeune que lui. Some people think I'm an alien. Not true. Not true. Elon Musk est un fou d'espace, lui aussi depuis son enfance dans les années 70. Elon Musk, donc c'est la littérature de science-fiction qui a nourri son imaginaire d'espace, la conquête spatiale, Isaac Asimov, ses romans qui dévoraient jeunes et adolescents, où il imaginait l'histoire de cités dans l'espace, de colonisation de l'humain qui va aller dans d'autres galaxies. Voilà ce qu'a nourri l'imaginaire de Musk. Après des études d'ingénieur et de physique, il se passionne brusquement pour Internet, qui en est alors à ses balbutiements. Il crée une banque sur Internet, PayPal, qu'il revend 250 millions de dollars. Avec ce jackpot, en plus de rentrer au capital de Tesla, il va réaliser son rêve, fonder sa propre agence spatiale. Et il a comme première idée d'aller voir les Russes, en fait, pour leur acheter 3 lanceurs. Il a un rendez-vous avec les responsables russes qui ne le prennent pas au sérieux, en réalité. Et qui l'écoute et se demande un peu qui est ce jeune qui a cette lubie de vouloir acheter. Et lui propose un prix visiblement très excessif. Musk prend ça très très mal, retourne à l'aéroport, semble-t-il, et se décide sur le voyage du retour. Il dit, puisque c'est comme ça, je vais construire mes propres fusées. Il décide qu'il montera son agence tout seul. Il embauche alors des vétérans de l'aérospatiale et inaugure SpaceX. Nous sommes en 2002. Les débuts dans un hangar californien sont artisanaux. You see various tools. That's for our heat shield, making the composite parts on our heat shield.
Mais pour le moment, personne n'y croit réellement. Méprisé par le très aristocratique milieu de l'aérospatial, il va provoquer un parterre de scientifiques lors d'une conférence en 2006. Les Américains, les Russes, les Français, les Européens sont là. Et c'est très sérieux, ils sont tous bien habillés, sérieux. Et là, arrive sur l'estrade un jeune, il a une trentaine d'années, en t-shirt et jean, et qui les regarde et dit « Bonjour, je m'appelle Elon Musk, dans 5 ans vous êtes tous morts ». Enfin, là, les gens le regardent, la plupart rient en se disant « Bon, bah, c'est bien, c'était peut-être un intermède, c'était sympa ». Il casse les prix de lancement des fusées, et aujourd'hui c'est le premier acteur mondial en termes de fusées. Malgré les très nombreux échecs de ses lancements, Elon Musk ne se démonte jamais. Il va même en faire une marque de fabrique. There are many more ways to fail than to succeed. So you have to explore. Particularly like for a rocket, there's like 1,000 ways to think and fail, and like one way it can work. En 10 ans, Elon Musk devient incontournable, raflant les contrats les plus juteux avec la NASA. C'est SpaceX qui a opéré le vol de Thomas Pesquet vers l'ISS. Ignition and liftoff. Godspeed, Endeavour and Crew 2. Musk a gagné ses galons. La passion des deux hommes les plus puissants du monde, c'est l'espace, et donc l'espace accélère. Et les choses vont beaucoup plus vite qu'on l'imaginait. Si c'était la passion de Macron ou de Jean Castex, l'espace, il ne se passerait rien. C'est bien parce que ce sont les deux industriels les plus riches et les plus innovants du monde que ça change tout. Une course qui s'accélère, notamment juste au-dessus de notre tête, en orbite basse, où déjà des milliers de satellites gravitent. Depuis l'espace, sur chacune de mes missions, j'ai pu voir quelques satellites sur le fond noir du cosmos. Un satellite qui est encore éclairé par le soleil et suffisamment proche pour être très brillant, eh bien on le voit défiler. Alors selon sa vitesse relative par rapport à notre vaisseau, il va plus ou moins vite, mais c'est amusant, on voit qu'on n'est pas seul là-haut dans l'espace. Les satellites sont devenus indispensables à notre vie. Météo, cartographie, GPS et télécommunications, ils rythment notre quotidien. Il y en a déjà 6000 dans l'espace, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, la moitié de la population mondiale n'a pas accès à Internet. Le marché commercial est colossal, 30 à 40 milliards de dollars. En réalité, 3 milliards de personnes dans le monde ne sont pas connectées à Internet. Et pourraient l'être demain si des satellites permettaient un accès direct. Et là, l'enjeu, il est extrêmement important. Donc le business projet est simple. Il consiste à lancer un maximum de satellites, fabriquer ce qu'on appelle une constellation. C'est-à-dire qu'à tout moment, au-dessus de la tête de quelqu'un sur la Terre, vous avez plusieurs dizaines, voire centaines de satellites qui sont disponibles et donc qui vous permettent tout de suite en temps réel, où que vous soyez au milieu de la pampa, au sommet d'une montagne ou dans un désert, d'avoir un accès direct à Internet. Et le projet d'Elon Musk, c'est 42 000 satellites envoyés dans les 10 prochaines années. So Starlink will effectively serve the, 3 or 4% hardest to reach customers for telcos, or people who simply have no connectivity right now, or the connectivity is really bad. So I think it will be actually helpful and take a significant load off the traditional telcos. Elon Musk va devenir un des opérateurs de télécom dans le monde, parce qu'il va avoir une capacité de transmission électronique absolument extraordinaire, depuis l'analyse des récoltes
jusqu'à de l'espionnage et puis de la transmission électronique, ce qui est le métier traditionnel des opérateurs télécoms. Mais Elon Musk n'aime pas partager. Et il peut devenir très belliqueux quand il s'agit de satellites. Il s'agace car Jeff Bezos a lui aussi obtenu l'autorisation de déployer plus de 3000 satellites à partir de 2026. The recent one is it would be Project Kuiper. This is our LEO satellite constellation. This is the goal here is broadband everywhere. Access to broadband is going to be very close to being a fundamental human need as we move forward. Sur Twitter, Elon Musk traite son frère ennemi de copieur, avec une icône chat, copycat en anglais. Un humour très pince sans rire. Guerre des égos, mais aussi tollé des astronomes. Catastrophé par le boom incontrôlé de ses lancements de satellites. Éric Lagadec est astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Il est spécialiste de la poussière d'étoiles. Au moment des premiers lancements, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que ça faisait des traînées dans le ciel qui étaient assez impressionnantes avec ces 60 satellites qui étaient lancés les uns à la suite des autres. Par exemple, on va observer une partie du ciel, on veut voir une étoile, on veut voir une planète, on veut voir quelque chose, un objet astrophysique. Ce qui peut se passer, donc si un satellite passe, on aura une traînée sur l'image et l'image ne sera plus utilisable. On va jeter jusqu'à 40-50% des images suivant les télescopes qui sont concernés. Et là, la communauté astronomique a vraiment commencé à râler parce qu'on s'y attendait vraiment pas. Et je pense qu'Elon Musk non plus s'attendait pas à ce que ces satellites gênent l'astronomie. Au début, Elon Musk, il a réagi de manière pas très agréable. En gros, il a essayé de nous expliquer un petit peu comment marchait l'astronomie en disant que l'astronomie se faisait plus au sol, mais se faisait dans l'espace. Mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte justement que oui, il y avait un impact pour l'astronomie et surtout, il y avait un impact pour son image. Et je pense que Elon Musk, c'est quelqu'un qui marche beaucoup à l'image. Et quand il s'est rendu compte que les astronomes râlaient, que aussi la population râlait parce qu'on pouvait peut-être perdre l'accès au ciel, Musk, il ne veut pas être la personne qui a gâché le ciel. Après discussion avec des astronomes américains, Elon Musk s'est engagé à construire des satellites moins lumineux. Mais dans cette conquête de l'espace, l'appétit des milliardaires dépasse l'appât du gain. Ils ont des visions pour les prochains millénaires. Ce jour-là, Elon Musk va laisser son auditoire sans voix. Le 28 septembre 2016, au Mexique, il doit prendre la parole au Congrès international de l'astronautique. Join me in welcoming Elon Musk. Il est attendu comme une star par ses fans. Look forward to talking about the SpaceX Mars architecture and what I really want to try to achieve here is to make Mars seem possible, make it seem as though it's something that we can do in our lifetimes. À grands coups d'images de synthèse, aux allures de bande-annonce hollywoodienne, il décrit son projet. Créer des colonies humaines sur Mars. La première mission serait pour 2024. 6 vaisseaux achemineraient ensuite progressivement les hommes pour construire une ville qui s'étendrait au fur et à mesure. Un habitat fermé qui devrait permettre de vivre en autosuffisance énergétique. Donc il a présenté devant tous les responsables des agences spatiales, quand même, qui ne mouftent pas, des dessins assez surréalistes où on voit des colonies martiennes un peu... Et c'est vraiment des systèmes de fiction dans des déserts, etc., avec 1 million de personnes qui vivraient là. Son grand fantasme, et il explique que pas du tout, c'est pas un rêve et qu'on va y arriver. That's what we want. Yeah. Son discours de 2016, ça a été l'occasion pour lui de raconter une histoire finalement. Peut-être
les mauvaises langues diront raconter des histoires, mais en fait, il emmenait les gens avec lui dans sa vision du transport vers Mars. Donc, c'était 10 000 vols de 100 personnes pendant un siècle, etc. Bon, quelque chose que les spécialistes voyaient d'un œil extrêmement sceptique. On sent bien qu'au fond de ses tripes, depuis plus de 20 ans, c'est coloniser Mars. C'est même plus loin, c'est faire de l'espèce humaine une espèce multiplanétaire. Car Elon Musk a une vision apocalyptique de l'avenir. Il est convaincu que des catastrophes écologiques vont condamner l'espèce humaine à court terme. Mars deviendrait alors la nouvelle planète refuge. L'astre le plus proche de la Terre, c'est la Lune. Mais la Lune, on a très bien compris depuis les années 60 que c'est un astre mort, il n'y a pas d'atmosphère, c'est quand même assez dur. Et l'autre destination la plus proche, c'est Mars. Alors Mars, elle ressemble un peu à la Terre. Il y a quand même une petite atmosphère, bien qu'on ne pourrait pas vivre dans cette atmosphère. Elle est toxique et elle n'est pas assez dense pour qu'on puisse y vivre. Mais c'est quand même la destination où on se dit que s'il y a bien un endroit où on peut prendre pied, pas trop loin, c'est là. Donc voilà pourquoi Mars. Parce qu'après, si vous regardez au-delà, il faut aller Jupiter, Saturne, c'est des mondes très très froids, très lointains. Beaucoup plus inaccessible et beaucoup plus hostile encore. Pour aller sur Mars, Elon Musk a construit une nouvelle fusée de 120 mètres, le Starship, capable de décoller, se poser et revenir. Après 4 essais d'atterrissage ratés, Starship vient pour la première fois de réussir le 5 mai dernier. C'est une méga fusée comme il n'en a jamais existé. Même la Saturne V qui lançait les hommes vers la Lune en 1960 n'était pas aussi grosse. Donc il y a une grosse fusée faite avec une trentaine de moteurs de nouvelle génération qui sont en cours de développement. Et sur cette fusée, un vaisseau qui est quand même d'un gabarit qui est supérieur à celui de la navette spatiale qui était quand même un énorme vaisseau à l'époque. Elon Musk se donne les moyens et il aime les effets d'annonce. Is to make space travel like air travel. Mais son calendrier martien est totalement loufoque. Les blocages sont immenses. La durée du voyage, être capable de vivre sur place, de créer une atmosphère, d'apporter de l'eau, de se nourrir, la dimension psychologique aussi. Ceux qui partiront vers Mars ne verront plus la Terre, ne pourront plus converser avec la Terre, avoir une conversation en temps réel. Et pire que tout, ne pourront plus revenir pendant des mois et des mois. Donc ça, c'est tout nouveau. Il faut repenser les critères de sélection, le profil idéal sur le plan psychologique, la façon dont on va entraîner les équipages pour leur dire, une fois que vous partez, vous n'êtes plus des terriens. Vous êtes des habitants d'une planète artificielle, votre vaisseau, et quand vous serez sur Mars, vous serez des Martiens. Et il faut se le rentrer dans la tête. Sinon, on a la nostalgie de la Terre, et c'est pas bon pour le moral de l'équipage, parce qu'ils peuvent péter les plombs, comme on dit. Elon Musk, dopé par la NASA dont il est devenu le premier prestataire, semble invincible. Il vient même de remporter face à Bezos la mission Artemis pour retourner sur la Lune. Mais le patron d'Amazon ne lâche pas ses rêves de grandeur qu'il a présentés en 2019. Wow, if that does not inspire you, you are at the wrong event. Jeff Bezos veut que l'humanité colonise l'espace. Il a à plusieurs reprises expliqué qu'un monde décroissantiste, comme le souhaitent les écologistes, serait profondément ennuyeux. Il dit « Nous allons dans le futur aller chercher des métaux et de l'énergie dans les astéroïdes, dans les autres planètes. » Il promeut un monde où il y aurait 1000 milliards d'humains dans l'espace. These are very large structures, miles on end, and they hold 1 million people or more each. Vous avez des gros cylindres qui s'ouvrent et qui tournent sur eux-mêmes et vous êtes un peu comme sur la face intérieure du cylindre. These are really pleasant places to live. Some of these O'Neill colonies might choose to replicate Earth cities. They might pick historical cities and mimic them in some way. Vous avez des paysages, des champs, c'est des écosystèmes, c'est des biosphères recréées dans l'espace. C'est très futuriste et ça le restera encore très très longtemps.
Il dit ben, ce sera pour les générations futures, donc ça l'engage pas beaucoup. Moi j'ai l'impression que c'est juste une réponse médiatique à Musk et à ses colonies martiennes. Explorer l'espace, repousser les frontières, les premiers astronautes en partance pour Mars décolleront probablement entre 2030 et 2040.